Donc les prédécesseurs, en fait, c'est Gustav Kilian. Kilian qui était un ORL autrichien et qui a été le premier à retirer des corps étrangers bronchiques avec le matériel que vous voyez là-bas. Enfin, vous voyez le matériel, lui, je ne sais pas ce qu'il voyait à l'époque, parce que vu les conditions d'éclairage, on ne voyait sûrement pas grand-chose. Mais en tout cas, il a rapporté 703 extractions de corps étrangers bronchiques avec 97% de succès, ce qui était quand même pas mal à l'époque. Et puis en 1907, il est allé aux États-Unis où il a rencontré Chevalier Jackson, qui reste le promoteur de l'endoscopie, pas seulement interventionnelle, avec les bronchoscopes rigides de Chevalier Jackson, que certains, peut-être Pierre Lair, tu as connu aussi. Donc le matériel a été progressivement amélioré. Les tubes rigides sont restés les tubes rigides, mais les générateurs étaient quand même de plus en plus puissants, on voyait quand même un peu plus clair. Et il y a eu un développement mondial de la bronchoscopie rigide, je dirais, jusque dans les années 65-70. Et puis en 1964, c'est la grande révolution avec Shigeto Ikeda, qui nous propose le premier fibroscope, dans lequel on ne voyait pas grand-chose, c'était une petite vision carrée, on les a eu à partir de 1970-72 en France, et c'était vraiment peut-être une révolution, mais par rapport à la bronchoscopie rigide, on avait une grande vision des bronches, ça nous a quand même un peu... C'était un peu difficile au départ. Puis finalement, les endoscopes souples, qui étaient initialement des fibroscopes, mais qui ne sont plus maintenant des fibroscopes, puisque c'est des fibres électriques qui transmettent la lumière, se sont développés et le fibroscope a nettement supplanté l'endoscope bronchique, le bronchoscope rigide, qui a quasiment disparu. Et puis, dans les années 80, il y a eu un regain d'intérêt de la bronchoscopie rigide, donc elle a disparu et elle est revenue pour l'endoscopie interventionnelle. Alors, qu'est-ce que l'endoscopie interventionnelle dans les années 80? C'est le laser YAG avec son initiateur Lucien Totti, qui est décédé il y a quelques années, enfin une dizaine d'années maintenant, qui était chirurgien thoracique à la clinique du Val d'Or à Saint-Cloud. Et puis, il y a eu les prothèses. Les premières prothèses, c'est Jean-François Dumont, à Marseille. Et puis, la cryothérapie. La cryothérapie, on a été deux. Bon, il y a eu des prédécesseurs, il y a eu des premiers essais de cryothérapie à la Mayo Clinique sur des chiens, essentiellement. Très peu performant, et les Américains ont abandonné la technique de cryochirurgie pour la retrouver 20 ans plus tard, quasiment. Donc, alors, cette cryothérapie, moi j'ai publié dans le Chest dans les années 90, et en même temps, dans le British Medical Journal, Omer Mewan, qui était un chirurgien thoracique à Airfield, et qui travaillait sur les transplantations avec l'équipe de Yacoub à l'époque, avait fait les mêmes publications que moi avec du matériel différent, du matériel anglais de chez Spemly. On avait les mêmes résultats. Je lui ai passé un coup de fil, on est devenus très copains. Et vous nous voyez dans le métro de Londres tous les deux, avec 25 ans de moins. Donc là, vous avez une brochette d'endoscopiste interventionnelle. Je suis dans le coin avec la cryothérapie. Il y a Stanley Chapché, Jean-François Dumont. Et vous voyez qu'à l'époque, dans ces années 80, la thermocoagulation n'existait pas. Donc les objectifs avant de faire de l'endoscopie interventionnelle, il faut savoir à quoi ça sert. À quoi ça sert? Qu'est-ce que l'on veut faire? Donc, je ne vais pas vous poser les questions. Obtenir un meilleur passage de l'air, avec des méthodes de destruction, de dilatation, d'extraction des corps étrangers. Ça, c'est peut-être la base de l'endoscopie interventionnelle. Il y a bien d'autres objectifs. Orienter le flux aérien, méthode d'obstruction intermittente ou totale pour le traitement des fistules et de l'emphysème. Traiter un symptôme, tout simplement, enrayer une hémoptysie par voie endoscopique. Et traiter des lésions précancéreuses non obstructives, éventuellement en cédant de l'autofluorescence, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup
d'objectifs, beaucoup d'indications à l'endoscopie interventionnelle, et comme je vous le disais au début, on pourrait faire un séminaire entier d'endoscopie interventionnelle avec des spécialistes de chacune des différentes techniques, qui pourraient passer une journée ou presque sur chaque technique. Donc elles sont très différentes. Il y a des techniques de désobstruction, des techniques de dilatation et des techniques d'orientation ou d'arrêt du flux aérien. Et parmi les techniques de désobstruction, il y en a qui permettent une désobstruction immédiate, donc c'est le laser, la thermocoagulation à haute fréquence que vous avez ici, le gel d'argon ionisé que l'on n'a pas mais qui est un complément de la thermocoagulation, les radiofréquences dont on parle de plus en plus et qui sont utilisées souvent par des radiologues pour traiter des cancers périphériques, mais qui peuvent être utilisées aussi dans les bronches, et la thermoplastie, qui est un traitement de l'asthme, utilise des radiofréquences, le microdébrideur que je ne connais pas, le ballon résécteur, des techniques de destruction différées, donc c'est la cryothérapie, la curithérapie à haut débit de dose qui est en voie de disparition, la photothérapie dynamique, les injections intratumorales d'antimitotiques et les applications de mitomycine C. Les techniques de dilatation, prothèses et ballonnets, techniques d'orientation ou d'arrêt du flux aérien, elles sont variées. Vous avez les valves unidirectionnelles, dont on parle de plus en plus, les spigots, qui sont des bouchons, les cols, qui sont des ressorts, les cols biologiques, et la dernière technique dont je vous montrerai un petit film, qui est le jet de vapeur. Donc, vous voyez, beaucoup de choses. Donc, méthode de destruction immédiate, le laser YAG, technique de référence, vous voyez les images avec l'efficacité immédiate d'une tumeur endobronchique ou d'une sténose post-trachéotomie. Donc le laser a un effet immédiat extrêmement efficace. Alors comme je vous ai dit, je vais vous faire avantages et inconvénients pour chacune des différentes techniques. L'inconvénient du laser, c'est qu'on utilise essentiellement le bronchoscope rigide beaucoup plus que le bronchoscope souple. Le coût à l'achat qui reste élevé, même si ça a diminué, ça reste très élevé maintenant. La maintenance du matériel, avec les fibres qui doivent être changées, l'apprentissage et l'expérience. On n'est pas un laseriste du jour au lendemain. Alors que si vous êtes un endoscopiste, ce qui est la base, vous savez faire de la thermocoagulation et de la cryo dans l'heure qui suit. Il y a des complications, elles sont rares dans les mains de gens qui sont des experts, mais les perforations ne sont pas des accidents exceptionnels. Et en général, on travaille dans l'axe, c'est-à-dire sur la trachée, sur le gros tronc bronchique. Donc, les petites bronches sont exclues des traitements par le laser. On vous dirait de traiter une petite bronche, ça ne sert pas à grand-chose fonctionnellement, mais quand c'est une lésion qui saigne, on aime bien quand même pouvoir la traiter et la coaguler. Donc c'est une technique qui reste la technique de référence, mais qui, compte tenu de tous ses inconvénients, a perdu sa place prééminente. Donc je pense qu'il y a peut-être encore quelques dinosaures, je vais les appeler comme ça, qui font du laser, mais il y en a très peu. Et la plupart du temps, quand le laser tombe en panne, on passe à la thermocoagulation. Je pense que Pierre, tu es d'accord. Vous m'interrompez quand vous voulez, hein, parce que comme on est entre nous et en atelier pratique... Technique de désobstruction immédiate, alors celle qui vient juste ensuite, c'est la thermocoagulation, que vous avez donc là sous les yeux. Et je vous ai mis tout d'emblée en bas deux sondes, une sonde de souple, enfin un endoscope souple dans lequel on a mis une sonde de cryo, un endoscope souple dans lequel on a mis une sonde de thermo, que vous avez là, que vous utiliserez tout à l'heure. Vous voyez que la différence essentielle, c'est l'angulation. Donc avec une sonde souple de cryo, on ne va pas partout, c'est parfois difficile d'atteindre les lobes supérieurs. Avec une sonde de thermocoagulation, on va absolument dans tous les territoires. Les avantages, on peut utiliser un bronchoscope souple, un bronchoscope rigide. La destruction est immédiate, donc équivalente à celle du laser. Avec des sondes souples, vous avez là, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur, contrairement au laser. Tout ce qui se dégage, c'est de la vapeur d'eau, puisqu'on va faire chauffer les tissus à 100 degrés, et que c'est de la vapeur d'eau qui se dégage. Facilité d'utilisation, peu de complications, bien qu'il y en ait quelques-unes. Le coût, ça doit être 5 fois moins qu'un laser. Facile, 10 fois moins. Vous voyez, la main... Ah, je sais pas, c'est
la maintenance qui est très réduite. Et l'avantage, c'est que c'est un objet qui est pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si vous avez ce générateur-là dans un bloc opératoire, que l'on peut retrouver de façon assez fréquente, c'est en fait un bistouri électrique. Donc tout le monde peut, il peut y avoir beaucoup d'utilisateurs, l'ORL, l'urologue, etc. Le chirurgien. Donc le pneumologue, à ce moment-là, il suffit d'acheter les sondes. Donc le coût est réduit et le coût est partagé. Ce qui n'est pas le cas du laser. Les inconvénients, c'est la destruction de l'armature cartilagineuse. Et pour ça, on avait fait des études expérimentales qui ont été publiées avec Charles-Hugo Marquette, qui est maintenant à Nice, qui à l'époque était à Lille. Et sur une vingtaine de cochons, on a fait des expériences de thermocoagulation circonférentielle des bronches principales. Et on s'est aperçu que dans tous les cas, il y avait une destruction de l'armature cartilagineuse sous-jacente, c'est-à-dire que dans tous les cas, chez les cochons, et l'homme est proche du cochon ou le cochon est proche de l'homme, ça c'est comme vous voudrez. En tout cas, dans tous les cas, il y avait une fibrose secondaire, une sténose des bronches principales. Donc jamais de faire de coagulation circonférentielle. À part ça, il faut respecter les règles d'utilisation des courants haute fréquence, c'est-à-dire éviter les courants de retour et éviter de poser la jambe du patient, par exemple, sur un bord métallique de la table d'opération, car le courant de retour peut se faire par là avec une brûlure. Et s'il y a brûlure, vous êtes en cause et vous pouvez être condamné par les tribunaux. Vous êtes responsable. Enfin, ça, c'est valable pour tous les bistouris électriques. Et alors, prudence aussi, enfin, c'est plus que de la prudence, c'est quand vous utilisez l'oxygène. La plupart de nos patients sont des insuffisants respiratoires. On peut être amené en cours d'endoscopie interventionnelle à délivrer de l'oxygène. Et si vous utilisez le mode coagulation forcée qui va générer des petites étincelles, si vous faites des étincelles avec de l'oxygène, ça fait du feu. Donc il y a eu quelques cas d'accidents avec du feu endobronchique et des endoscopes qui se sont mis à brûler. Dans ces cas-là, on retire l'endoscope, on met du sérum physiologique et on arrête l'incendie. Il n'y a pas eu trop de complications, il n'y a pas eu de mort, mais c'est quand même des complications qu'il faut connaître. Alors, vous avez ici plusieurs exemples, et la plupart des exemples, je les ai choisis volontairement au Vietnam. C'est-à-dire que les Vietnamiens sont équipés d'endoscopie interventionnelle dans plusieurs centres, grâce à l'association que je dirige, que je préside plutôt depuis 1992. Vous avez des méthodes de destruction d'adénocarcinome, de léomyome, de section de synéchie. Le dernier cas en bas à droite était un cas très intéressant, puisque c'était une patiente qui avait une destruction complète du lobe inférieur gauche sur dilatation des bronches et séquelles de tuberculose, et qu'il fallait faire au minimum une lobectomie. Et quand on a fait le scanner, on s'est aperçu qu'il y avait une petite chose ici que vous voyez, qui était une corde, et l'anesthésiste a dit il faut me détruire cette corde parce que sinon je ne pourrais jamais passer mes sondes de Carlins pour faire de la ventilation préférentielle. Donc avec une sonde souple, telle que celles qui sont là, je n'ai pas fait de la section, j'ai fait de la coagulation. Vous voyez, ça blanchit la corde et après on appuie un petit peu et cette section dont on ne connaît pas l'origine, évidemment, cette corde, cette synéchie a été détruite et la patiente a pu être opérée dès le lendemain. Donc pas de perte de temps, rapidité d'action. Le jet d'argon ionisé maintenant est en fait un complément. Il faut une bouteille d'argon, alors ça n'a rien à voir avec le laser argon, c'est un jet d'argon. Les avantages, c'est facile à utiliser, on utilise là encore des sondes flexibles et il n'y a pas de destruction du cartilage, ça veut dire que ça agit quand même moins en profondeur que la thermocoagulation. Mais les inconvénients, c'est que c'est donc une coagulation plus de surface qui augmente le coût parce qu'en plus du générateur de base que vous avez là, il faut acheter l'argon. Les indications sont plus réduites, encore que les gastro les utilisent beaucoup, mais ils n'ont pas les mêmes indications que nous. Et c'est valable pour nous pour des saignements ou des petites lésions. Vous voyez ici le traitement, par exemple, une formation angiomateuse qui saignait. Donc avec la coagulation, on a un effet immédiat et pas de destruction du cartilage sous-jacent.
Donc c'est un complément quand même relativement cher de la thermocoagulation, et on peut faire un coup de coag simple sur ce type d'angio, mais on a de mêmes résultats. Donc l'argon, on va peut-être en dire deux mots tout à l'heure, mais enfin bon, ce n'est qu'un complément, une option qui n'a rien d'obligatoire. Microdébrideur, ça c'est de la littérature, parce que je n'ai aucune connaissance de ce matériel. C'est en fait des petites lames de rasoir rotatives qui vont permettre de faire un forage à l'intérieur de la branche. C'est utilisé par les Allemands. Les avantages, c'est très efficace, c'est rapide, c'est pluridisciplinaire aussi. On peut délivrer de l'oxygène parce qu'il n'y a pas d'étincelles, il n'y a pas de choses comme ça. L'aspiration et la destruction permettent des analyses anatomopathologiques rapides. Mais les inconvénients, c'est qu'on utilise du matériel rigide. Donc, comme pour le laser, c'est uniquement la trachée et les branches. Il faut travailler dans l'axe. On ne peut pas aller sur une petite branche. Et le coût, je ne le connais pas, mais il est relativement élevé. Donc, il y a eu 2 ou 3 publications sur cette technique par les Allemands. Intéressant sans doute, mais peu confidentiel. Je ne vous la recommanderai pas. Il y a des obstructions immédiates avec les ballons résécteurs. Donc ça, c'est déjà plus utilisé. C'est très simple. Vous avez un cathéter avec un ballon gonflable en polyuréthane. Les indications, c'est les cancers. Il y a une publication relativement récente de 2015, faite par des Japonais, où ils ont utilisé les ballons résécteurs dans la BPCO pour dilater les bronches. Le problème, c'est que ça ne dure pas très longtemps et qu'il faut recommencer à dilater les bronches, mais ça permet quand même de lever l'obstruction bronchique de patients atteints de BPCO. Les avantages, c'est très facile à utiliser. En utilisant un bronchoscope souple sous anesthésie locale, ça permet l'histologie parce que le polyuréthane est quand même relativement rugueux. Et si vous tournez un petit peu le ballon, si vous modifiez sa position, vous aurez des cellules, si vous traitez une tumeur, des cellules tumorales qui vont rester sur le ballon. Quand vous le dégonflez, vous le mettez dans le liquide de fixation et vous pouvez faire de l'histologie avec le ballon résécté. Les inconvénients, il n'y a pas beaucoup de publications. Un coût, c'est quand même de l'ordre de plus de 1 000 € la sonde, théoriquement à usage unique. Donc là encore, intéressant, mais reste à évaluer. Alors, nouveauté relative, vous en avez sans doute entendu parler, toujours une destruction immédiate, mais pour un effet qui va être différé dans le temps, c'est la thermoplastique et le traitement endoscopique de l'asthme. Alors on en parle depuis une quinzaine d'années, à peu près. Il y a 2 centres en France qui font la thermoplastie, 2 centres de référence, qui n'ont pas encore publié l'ensemble de leurs résultats. Et je dois vous dire d'emblée qu'aux dernières nouvelles, on ne sait pas si c'est une technique qui va être poursuivie ou non, compte tenu de son coût. Le générateur, c'est 40 000 à 45 000 €. Les sondes à usage unique, il en faut 3, puisqu'on traite le lobe supérieur, le lobe inférieur droit, puis le lobe de poumon gauche en 3 temps. Donc c'est à plus de 1 000 € la sonde. Donc les experts ne savent pas vraiment si cette technique, dans la mesure où elle n'est pas remboursée, si elle va pouvoir être maintenue, du moins en France, parce qu'elle est largement utilisée quand même dans d'autres pays. Donc le principe, c'est de réduire la contraction et la masse musculaire lisse par des radiofréquences. Bon, vous savez que dans l'asthme, il y a deux processus essentiellement pour être réducteur. Il y a l'inflammation et il y a la masse musculaire. Donc là, on agit sur la masse musculaire avec un endoscope souple que vous voyez là, une sonde avec des petits filaments qui vont être chauffés à une température très spécifique de 65 degrés, pas un plus, pas un moins. Et on va chauffer les bronches en se retirant progressivement et en chauffant tous les territoires à 65 degrés. Donc c'est relativement long, ça dure environ 40 à 45 minutes pour chaque territoire bronchique qui va être chauffé. Les avantages, donc un nouveau traitement de l'asthme, mais on en parle quand même depuis une quinzaine d'années, c'est pas si récent que ça. Le problème est le coût pour la diffusion. Ça s'adresse aux asthmes modérés et surtout les asthmes sévères. L'avantage, c'est la diminution des prises médicamenteuses, qui est tout à fait réelle, et l'efficacité durable, et même pour certains cas de plusieurs années.
Donc il y a quand même un avantage à cette technique. Les inconvénients, c'est que ça ne traite pas l'inflammation, on ne traite que la masse musculaire. Centre pilote, je vous en ai parlé. Et puis l'industrie pharmaceutique qui n'est pas très favorable à ce genre de technique, comme vous pouvez le supposer, puisque l'industrie elle vend des anti-inflammatoires, elle vend des traitements de l'asthme et une technique endoscopique, elle n'aime pas trop soutenir ce genre de traitement. Alors c'est une technique, moi je pense, qui est très intéressante, surtout dans les pays émergents, et je reparle souvent du Vietnam, et Pierre pourrait sans doute accréditer ce que je viens de dire là dans tous les pays, c'est-à-dire que ce sont des pays où la corticothérapie inhalée, c'est parfois un mois de salaire. Donc si on pouvait leur mettre au point, leur donner une technique qui, par voie endoscopique, va traiter un asthmatique sévère pendant 6 mois, voire 1 an, voire plus, ça pourrait être intéressant. Le seul problème, c'est le coût. Alors, maintenant, on va passer à la désobstruction différée par la cryothérapie. Les avantages, alors la cryothérapie, comme je vous l'ai dit, début à la Mayo Clinique dans les années 70, disparition aux États-Unis, retour en France et en Angleterre à partir des années 82-85, très facile à utiliser, absence de complications, ça c'est vraiment un des avantages majeurs, un coût qui est tout à fait abordable, et ça, la société Hervé pourra nous donner des précisions à ce sujet. Bronchoscopie ambulatoire possible avec un endoscope souple. Le traitement des carcinomes in situ et surtout ce qui est intéressant, et ce qu'il avait montré à l'époque Omar Mewand avec l'équipe de Yacoub, c'est qu'il pouvait traiter les granulomes sur les transplantations pulmonaires sans risque, ce qui n'est pas le cas avec un laser ou avec un thermo, il faut faire gaffe. Donc, et là, vous voyez le traitement tout à fait classique d'un cancer bronchique qui touche les 2 bronches principales, la boule de glace, le résultat. Alors, c'est un résultat différé, avec un effet physique immédiat qui va faire exploser les cellules et un effet, dans un deuxième temps, vasculaire qui va prolonger le processus de destruction, ce qui fait que la tumeur va disparaître en 8 jours, à peu près. Ça veut dire aussi que ce n'est pas une technique, a priori, d'indication pour les traitements d'urgence. Encore que les équipes allemandes, en particulier par Martin Hetzel, qui travaille à Ulm, font de la désobstruction en urgence, c'est-à-dire qu'ils congèlent la tumeur et ils l'arrachent. Faut oser. Mais ça se fait. Donc les inconvénients, c'est relatif, c'est l'effet différé, le fait qu'il y a des tissus qui sont résistants, c'est rare, comme les lipomes, certaines tumeurs bénignes ou les tumeurs osseuses, les trachéopathies ossifiantes, ça résiste. Souvent, il faut plusieurs séances. Et il y a des voies de recherche intéressantes qui ont été publiées, en particulier par Jean-Michel Vergnon dans le Chest, il y a déjà longtemps, sur l'association cryothérapie-radiothérapie, où il y avait un effet potentialisateur des deux techniques. Nous-mêmes, on avait publié dans le Journal of Cryobiology sur des rats, où il y avait une potentialisation des effets de la cryo et de la chimiothérapie, par des mécanismes qui ont pu être expliqués avec des effets sur l'apoptose et l'angiogénèse qui ont été mis en évidence relativement récemment, c'est-à-dire il y a 5 ou 6 ans, ça a été publié dans Nature. Et un effet immunitaire probable qui reste un peu un serpent de mer, mais pourquoi pas. Donc c'est une alternative à d'autres traitements endoscopiques, hors les urgences, et intérêt de cette potentialisation qui malheureusement n'a pas l'air de retenir l'attention des cancérologues actuels. Donc là, vous avez le matériel de cryothérapie avec la bouteille qui est maintenant du CO2, sachant que initialement on avait pu utiliser de l'azote liquide. Moi-même j'ai utilisé de l'azote liquide qui bout à moins 200 degrés avec du matériel tchèque qui était très, très lourd avec la bouteille d'azote liquide sur la sonde elle-même. Après on est passé, très cher, on est passé au protoxyde d'azote et ça agit par l'effet Joule-Thomson qui, comme vous le savez, est une détente d'un gaz d'une zone de haute pression de l'ordre de 80 bars dans la bouteille à une zone de basse pression en bout de sonde, et c'est cette détente de gaz qui génère le froid, sachant qu'en bout de sonde, on arrive environ à moins 40 degrés. Et maintenant, on a du CO2 qui est encore beaucoup moins cher, et c'est le même effet Joule-Thomson qui fait fonctionner ces sondes. La curithérapie à haut débit de dose, improprement appelée par les Américains brachythérapie,
On va passer très vite parce qu'elle est pratiquement plus utilisée. Je ne sais même pas s'il y a encore un centre en France qui l'utilise. Oui, c'est juste encore. Mais peut-être qu'il l'utilise pas dans les bronches, peut-être qu'il l'utilise en ORL, dans le sein, dans le fond, les fonds utérins ou d'autres techniques. Donc ça nécessite un matériel dédié, dans un endroit dédié. On ne peut pas le mettre dans un centre de radiothérapie standard. Il faut la conjonction d'un pneumologue, d'un radiothérapeute et d'un technicien pour évaluer les courbes d'isodose. Alors là, je vous ai montré un exemple d'une patiente que j'avais traitée, et c'était quand même intéressant parce qu'elle avait une pneumonectomie gauche pour cancer, la récidive sur l'éperon lobaire moyen, et avec la sonde de curithérapie mise en place, on avait obtenu une guérison totale de cette patiente. Mais il y a des inconvénients. Les séances itératives, on peut aller jusqu'à 4 à 6 séances d'endoscopie, c'est long pour le patient. Il faut que ce soit fait dans le centre de radiothérapie, puisqu'il faut déplacer le malade près de la source d'irradiation. Le coût, alors c'est du matériel de radiothérapie, ça doit être de l'ordre de 400 à 600 000 euros. Mais c'est pluridisciplinaire. Et il y a surtout les complications. Les complications précoces, les complications semi-tardives et tardives. Alors les complications précoces, c'est les hémoptysies. Et dans certaines équipes, que je ne citerai pas, qui sont américaines, qui utilisaient des isodoses beaucoup trop importantes, il y a eu jusqu'à 20% de décès post-curithérapie, ce qui est absolument inconcevable pour nous. Moi-même, j'ai quand même eu un décès dans les 8 jours qui suivaient. Les complications semi-tardives, ce sont des bronchites post-radiques, et les complications tardives, si le malade a la chance de survivre à son cancer, ce sont des sténoses secondaires, fibreuses, et qui sont irréversibles. Donc j'ai mis en voie de disparition, même si vous me dites qu'il y a certains centres qui l'utilisent encore, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux centres qui s'implantent compte tenu des techniques dont on dispose actuellement. Donc vous voyez quand même une évolutivité, une évolution de l'endoscopie interventionnelle dans un sens ou dans l'autre. Des obstructions différées encore avec la photothérapie dynamique. Le principe, c'est l'interaction entre un agent photosensibilisant et l'éclairage dans une longueur d'onde bien appropriée, bien définie, avec une réaction photochimique précoce qui va entraîner une nécrose des tissus. Les avantages, ça peut être fait avec un endoscope souple. On peut traiter des lésions distales. Les inconvénients, c'est le coût du c'est des dérivés de l'hématoporphyrie, donc le photofrein, dont une ampoule doit coûter 1 200 € à peu près. C'est pas négligeable. Le coût de la diode elle-même, une faible pénétration, donc on ne peut pas traiter des grosses tumeurs avec cette technique-là. Et surtout, c'est les effets secondaires, c'est-à-dire qu'il y a le risque de photosensibilisation et l'obligation de mettre le patient pratiquement dans une cave pendant 3 semaines, donc à l'abri de tout rayon solaire, sinon il y a des risques de brûlure, voire du 3e degré. Il y a eu des publications de patients qui sont rentrés chez eux au volant de leur voiture et qui ont eu une brûlure du visage du 3e degré, suite à un traitement par photothérapie dynamique. Donc le coût et les complications limitent la diffusion, ce qui est clair. Des techniques que je ne connais pas, que j'ai seulement des connaissances livrées, c'est les injections intratumorales qui ont été publiées par des équipes turques, quelque temps, mais ce sont des techniques qui ne sont pas validées par le GEF, c'est-à-dire par le groupe d'endoscopie de langue française. Donc, a priori, aucune technique française n'utilise ces injections intratumorales d'antimitotiques, qui pourtant paraissent assez intéressantes, sans effet secondaire ni complications. L'implication locale de mitomycine C, qui peut agir en tant qu'inhibiteur des fibroblastes. Donc, on met le produit sur un tampon droite, et il faut l'appliquer en appuyant assez fortement, faire une pression suffisante, ça se fait au bronchoscope rigide, et l'indication, c'est de réduire les tissus de granulation et éviter les récidives des sténoses trachéales bénignes. Donc, il y a eu quelques publications à ce sujet. Les techniques de dilatation, alors c'est les prothèses essentiellement. Donc vous voyez ici les prothèses, donc une sténose trachéale, la prothèse. Alors, les prothèses, il y en a un très grand nombre, ça veut dire qu'aucune n'est parfaite. Si c'était parfaite, il n'y en aurait qu'une ou deux.
La plus classique, c'est celle qui est à droite, c'est celle de Jean-François Dumont. Il y en a qui sont en spirale de Marc Nopeigne, il y en a une de Jean-Michel Vergniaud. La plupart sont en silicone, il y en a qui sont en armature de nitinol, il y en a recouverts de silicone, enfin il y en a plusieurs. Aucune n'est parfaite. Ils ont des coûts variables qui vont de 250-300 euros à plus de 1000 euros en fonction de leur configuration. Et en général, la plupart du temps, il faut quand même les mettre avec un bronchoscope rigide et sous anesthésie générale. Donc, ce qui implique de connaître encore cette technique d'endoscopie au bronchoscope rigide que malheureusement la plupart des pneumologues ne maîtrisent pas. Donc il faut évaluer le rapport coût-bénéfice. C'est un intérêt indéniable, mais le coût de nombreuses prothèses est rédhibitoire dans de nombreux pays. Là encore, je pense qu'à Madagascar ou au Vietnam, ça reste des techniques qui sont en dehors des possibilités financières des pays. Autre technique de dilatation, c'est les ballonnets. Donc, vous voyez, c'est un ballonnet gonflable avec un manomètre pour évaluer la pression. Ça peut se faire sous endoscopie souple et anesthésie locale. Et il faut être sous contrôle télévisé, avoir une certaine expérience. Là encore, plusieurs séances, parce que les sténoses que l'on va dilater au bout d'un certain temps vont revenir. Les indications sont donc réduites. Là encore, c'est du matériel à usage unique avec un coût important et donc l'effet qui n'est pas durable. Et puis, si on dispose, comme dans l'ancien temps, de bougies métalliques et d'un bronchoscope rigide, on peut faire la même chose. Maintenant, on va passer aux techniques d'orientation ou d'arrêt du flux aérien par les spigots endobronchiques. Vous avez là ces spigots qui sont en fait des petits bouchons en plastique. L'avantage, c'est une alternative à la chirurgie dans les cas de pneumothorax inopérable, fistule bronchoplérale. Leur extraction est possible, donc une fois qu'on les a mis en place, s'ils bougent un peu ou s'il n'y a pas d'effet ou s'il y a des complications, on peut les retirer. Les inconvénients, c'est la mise en place de plusieurs spigotes. En général, il faut 3, 4, 5, 6, voire plus de spigotes jusque dans les bronches sous-segmentaires pour obstruer complètement les fuites et traiter les pneumothorax. Et il y a des effets secondaires, en particulier des infections qui ont été, des pneumonies, des pneumopathies qui ont été rapportées à plusieurs reprises. Alors, les valves unidirectionnelles, là encore, ce sont des méthodes qui sont intéressantes. Ça permet le passage du flux respiratoire à l'expiration et uniquement à l'expiration. C'est-à-dire qu'à l'inspiration, l'air ne passe pas dans les bronches, il passe seulement à l'expiration. Ça permet, il y en a deux types, il y a les valves Zephyr et les valves Spiration. C'est les deux principales qui ont une armature en nitinol, vous les voyez représentées ici. On les met en place en général au bronchoscope rigide sous anesthésie générale. D'après les études qui ont été publiées, il y a toujours des études en cours, ce n'est pas terminé sur l'évaluation de ces valves unidirectionnelles. Les résultats sont variables. Il y a une meilleure efficacité à la fois objective et subjective si l'emphysème est très hétérogène et il faut qu'il y ait une présence d'une scissure complète. Ce sont deux critères qui ont été relevés. Malheureusement, avec ces valves, c'est un avantage alternatif à la chirurgie de réduction volumique, surtout pour les emphysèmes sévères. Leur extraction, heureusement, est possible, mais les inconvénients, c'est le coût, là encore, de chaque prothèse. Il faut en placer plusieurs pour obstruer tout un territoire bronchique, et il y a des complications non négligeables, de l'ordre de 5 à 10%, pneumothorax, pneumonie, exacerbation de BPCO. Et les résultats de l'étude Venn qui a été publiée il y a 3 ans maintenant sont des résultats modestes. Donc, il faut encore évaluer le coût par rapport aux résultats. Une autre technique d'orientation ou d'arrêt du flux, c'est les bloqueurs aux cols qui sont métalliques en nitinol. En fait, vous voyez, c'est une espèce de ressort qui va se rétracter pour causer un collapsus. On l'introduit jusque vers la plèvre. Et une fois qu'il est sorti, il va se rétracter, il va reprendre la forme que vous avez là. Donc rétracter, tortillonner un petit peu le poumon emphysémateux qui va progressivement se réduire son volume.
il faut en mettre plusieurs et leur implantation dure quand même un certain temps, de 20 à 40 minutes. L'école biologique, ça fait très longtemps qu'on les utilise via un cathéter. C'est facile à mettre, c'est peu onéreux, indépendant de la ventilation collatérale, mais c'est irréversible. Les indications, là encore, c'est l'emphysème, les fistules et certaines hémoptysies. Une autre technique dont on parle mais que je ne connais absolument pas et pour laquelle je vais vous présenter un petit film qui est le jet de vapeur et qui est en anglais. Alors c'est un film qui est purement publicitaire. J'espère qu'il va pouvoir partir si j'appuie. On va conclure de toute façon en disant que les techniques, comme vous le voyez, sont multiples et variées, qu'elles dépendent des indications. Donc soit on veut détruire une tumeur, soit réduire un emphysème, traiter une hémoptysie ou des fistules, et certaines sont encore en cours d'évaluation. La question qu'on peut poser, c'est laquelle choisir. Il y a toujours un problème entre les indications et le coût de la technique. Et si on doit faire un choix, parce que des fois on est amené à faire un choix en disant j'ai un budget limité, quelle est la technique que je dois utiliser? D'emblée, je vais vous dire c'est la thermocoagulation, c'est celle qui permet le plus de possibilités, plus ou moins les prothèses en cas de besoin. Est-ce que vous pouvez passer les deux films, s'il vous plaît? Le premier. Alors on va passer le premier, peu importe l'ordre. Il y a le peu long. Changer d'ordi. Le jet de vapeur, je crois que personne ne l'utilise en France actuellement. Donc on n'est pas au jet de vapeur, là on est à la thermocoagulation en temps réel. Donc vous voyez une obstruction tumorale trachéale que l'on va traiter sous anesthésie générale au bronchoscope rigide avec une sonde rigide de thermocoagulation. Vous voyez qu'il n'y a pas de fumée qui se dégage, tout au plus de la vapeur d'eau. Les tissus blanchissent parce qu'ils sont détruits par la thermocoagulation. Et l'objectif, c'est de détruire l'ensemble de la tumeur. Et une tumeur comme ça se détruit en 5 minutes. Évidemment, on est dans du palliatif, ça c'est sans dire. Ce qui n'empêche pas de coupler avec les autres techniques de traitement des cancers que sont la chimio ou la radiothérapie. Les débris, on peut les récupérer par aspiration, soit à la pince aussi, ce que l'on va faire là. Et si on dispose du matériel de cryothérapie, on peut les coller, parce que comme vous allez le voir avec la cryothérapie, c'est un phénomène de cryoadhérence qui permet de retirer les débris. Une fois qu'on a détruit toute la tumeur, on utilise le bec du bronchoscope pour faire un véritable forage pour retirer l'ensemble de la tumeur qui a été détruite. Après, donc dans ce cas-là, on le retire à la pince, mais comme je vous le disais, une aspiration un peu forte permet de retirer. Donc là, on a complété par de la thermocoagulation. Quand on s'approche des parois, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas détruire l'armature cartilagineuse, on aurait très bien pu utiliser la cryothérapie dans la mesure où on dispose des deux techniques. Vous voyez qu'il y a déjà une bonne reperméation. Et pour dire qu'une technique n'est pas utilisable isolément, on a complété par la mise en place d'une prothèse. La mise en place de la prothèse n'est pas systématique. On sait que la tumeur va repousser. Il y a le prix de la prothèse. Des fois, il vaut mieux répéter la thermocoagulation 2 ou 3 mois plus tard, faire 2 ou 3 thermocoagulations, plutôt que de mettre en place une prothèse qui coûte cher et qui a, elle aussi, ses effets secondaires, qui n'est pas forcément toujours bien tolérée. Et là, c'était une des premières prothèses métalliques qu'on avait mis, trachéale. Vous avez le résultat. Le film suivant sur le jet de vapeur. Alors
je vous ai parlé de la cryo comme un élément de destruction, mais on en reparlera aussi tout à l'heure. Il y a une voie d'utilisation nouvelle de la cryochirurgie, que sont les cryobiopsies. Les cryobiopsies qui sont très performantes. On congèle les tissus pulmonaires et qui sont très performantes. Les anapathes sont très contents pour faire l'étude des fibroses pulmonaires essentiellement. Donc, je vous laisse avec le jet de vapeur. Donc là, c'est un film publicitaire. Le but est d'envoyer de la vapeur à l'intérieur des bronches, donc de la vapeur d'eau à 100 degrés, et que cette vapeur va entraîner une rétraction, une fibrose pulmonaire et une rétraction du tissu emphysémateux. Et donc, alors c'est... En principe, il y a du son. Je vous montre un poumon emphysémateux ici, avec des alvéoles qui sont dilatées. Je crois que le son ne passe pas. Voilà le matériel qui envoie le jet de vapeur. Donc le principe, comme vous allez voir, c'est d'aller envoyer la sonde dans le territoire emphysémateux, de bloquer la sonde avec un ballonnet et d'envoyer le jet de vapeur. It starts with the Intervapor Personalized Procedure Program, or IP3, which is a personalized treatment plan based on the unique anatomy of each patient. This program is delivered to the physician in the proprietary IP3 software application on a tablet PC. Next, the Intervapor generator produces heated water vapor that is delivered to the targeted segments of the lung by the Intervapor catheter, which is specifically designed for thermal efficiency. This catheter includes an inflatable Vous avez la sonde avec tip le to ballonnet. help focus the vapor delivery toward the targeted On va segments de of bloquer the la lung. sonde, The Intervapor l'introduction catheter dans is les bronches, introduced to the lung through a bronchoscope, and the blocage balloon du is ballonnet, expanded to seal off envoi the du jet de targeted vapeur. treatment areas. Next, heated water vapor is delivered precisely into these areas. une rétraction des zones emphysémateuses avec fibrose secondaire. Bon, c'est très joli dans le principe, hein. C'est publicitaire, comme je vous l'ai dit. J'ai une vidéo.